Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps que j'ai pas sorti de petits épisodes tranquilles comme ça là sur les plateformes. Ah oui, la saison elle est terminée, il n'y a pas grand chose qui se passe dans l'actualité. Là on est le 22 juillet au moment où j'enregistre ce podcast. C'est très calme en NBA, alors même il y a eu plein de mouvements il y a quelques semaines, des gros trades, des grosses signatures. On attend aussi toujours la décision de LeBron James. Est-ce qu'il va revenir à Cleveland, est-ce qu'il va revenir à Miami, est-ce qu'il va aller à Golden State? Pour l'instant personne n'en sait rien. D'ailleurs, peut-être que dans les prochaines semaines, je ferai un épisode pour débriefer cette intersaison parce que c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Voilà, entre Giannis à Miami, entre la Melo Ball, la Minnesota, entre Kawhi qui est de retour à Toronto, mais peut-être que le trade sera annulé, on ne sait pas. Voilà, donc on va peut-être parler de tout ça dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, c'est un épisode qui n'a complètement rien à voir. Il faut qu'on parle du basket français, il faut qu'on parle de ces équipes de France jeunes, parce qu'on est en pleine période de compétition internationale, il y a plein de choses qui se sont passées et qui vont continuer à se passer aussi dans les prochains jours et les prochaines semaines, notamment l'Euro masculin, l'Euro basket U18 qui débute ce 25 juillet. Au moment où cet épisode sort, on est le 25 juillet et l'équipe de France masculine U18 débute son Eurobasket. On va en parler et on va aussi débriefer ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors je savais pas trop comment débuter cet épisode, mais je pense que c'était bien de démarrer par les U17 parce qu'évidemment c'était eux, déjà ils ont commencé en premier avec cette Coupe du Monde et c'est surtout eux qui ont été mis dans la lumière parce qu'évidemment c'était les débuts de Tony Parker en tant que coach. Voilà la première expérience de coach Tony Parker. C'est un petit flop, ou du moins je me pose la question, est-ce que c'est un petit flop cette Coupe du Monde du 17? Alors, on a vu des bonnes choses, certes, on va pas non plus taper dessus gratuitement, mais il n'y a pas de médaille, et c'était l'objectif annoncé, c'était ce que voulait Tony Parker, je pense que c'était aussi ce que voulait la fédération, c'était aussi ce que voulait peut-être l'opinion publique, voir les U17 de Tony Parker prendre une médaille pour la première de Tipeee sur le banc. Mais voilà, c'est pas le cas, l'objectif n'a pas été atteint, il n'y a pas de médaille pour les U17. Il y a eu des performances décevantes collectivement et individuellement. Je pense notamment à Aaron Towonancy qui a complètement raté son début de tournoi. Même si c'était mieux sur la deuxième phase, notamment dans les matchs à élimination directe. Et puis surtout, tu termines le tournoi, t'es sorti un petit peu par la petite porte parce que t'as choke en quart de finale face à la Turquie. Alors, certes, c'était les pays hôtes, certes, ils ont une bonne équipe, les Turcs, ils ont notamment deux bons joueurs qui nous ont tués en fin de match, qui sont Kutluay et Karutasu. Mais ce quart de finale, tu l'avais en poche, t'étais en train de mener, t'étais tranquillement en train de filer vers les demi-finales, peut-être t'offrir une chance de médaille, et t'as complètement perdu le fil de ta rencontre. Un 11-0 encaissé dans les 3 minutes pour perdre. Donc c'est une grosse déception, cette élimination de l'équipe de France. Et en plus, ils étaient ambitieux. Je vais vous mettre un extrait là. On va écouter un extrait de Tony Parker dans Stade 2, qui était en interview il y a quelques semaines sur Stade 2. Il était en train d'évoquer son état d'esprit à l'idée de débuter sa carrière de coach et ses ambitions avant cette Coupe du Monde du 17. Donc on l'écoute. Moi, je trouve que c'est important d'être proche des joueurs. De toute façon, moi, je veux co-construire avec eux. C'est leur génération, c'est leur projet. Et moi, je suis là pour les accompagner et les mettre dans les meilleures positions pour réussir. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Depuis le début du stage, je leur ai dit que moi, je serais un coach qui sera honnête, transparent. Je vous dirai les choses. Chacun va savoir son rôle. Je vais droit au but. Et ils savent l'expérience que j'ai et tout ce que j'ai gagné dans ma carrière. Donc, j'essaierai toujours d'être le plus honnête possible. Et donc, quand je leur dis les choses, ils savent que c'est pour aller chercher une médaille. Alors, je sais pas comment on peut expliquer cet échec. Alors, est-ce que c'est un impact médiatique qui était trop fort? Parce que c'est vrai qu'on en a énormément parlé de ces U17 depuis plusieurs mois, depuis qu'on savait que Tony Parker était nommé à la tête de la sélection. On savait que ça allait faire parler parce qu'on avait envie de voir ce que ça allait donner. Beansport a même racheté les droits de la compétition. C'était diffusé aussi sur First Team aussi en début de compétition. Donc
Est-ce qu'il y avait trop de pression peut-être autour de cette équipe de France U17, ou est-ce que c'est une génération qui a peut-être atteint son plafond? Je pose toutes les questions, mais il faut savoir que cette génération n'a pas réussi à gagner avant, n'a toujours pas réussi à gagner maintenant, même s'il y a des bons joueurs sur le papier. Donc voilà, est-ce que c'est une limite globale qui a été atteinte par tout le monde? Moi, j'ai pas les réponses, mais en tout cas, je me permets de poser les questions. Pourtant, l'équipe de France a trouvé son identité de jeu au fil de cette Coupe du Monde U17. Il y a une défense qui a été bien en place. Pour moi, voilà, on a montré des bonnes choses défensivement. Il y a aussi une bonne utilisation des joueurs clés, c'est-à-dire de Nathan Soliman, d'Aaron Nancy un peu plus tard, de Messi Angala, ils ont tous été dans les bonnes dispositions. Mais pour moi, on était trop dépendant du 1 contre 1. C'est-à-dire que je pense qu'offensivement, Tony Parker et son staff auraient dû peut-être un peu mieux innover, trouver plus de systèmes pour avoir peut-être plus d'opportunités de tout simplement d'aller plus loin dans la compétition. Nathan Soliman, c'est une vraie satisfaction. C'était sans aucun doute le meilleur joueur français de la compétition. Il était même dans le deuxième meilleur 5 de la compétition du tournoi, mais il était un peu trop seul. Le deuxième leader de cette équipe de France, en tout cas celui qui devait être le deuxième leader de ces U17, Aaron Nancy, il a eu un tournoi à 2 visages. Je le disais, une difficulté à s'exprimer en phase de poule. La suite, c'était mieux, à partir de la phase à élimination directe. Au niveau du playmaking, il a été utile. Défensivement, il a été utile, même s'il a été maladroit. Au tir, il faut le dire, au shoot, il n'a jamais pu vraiment rentrer dans sa compétition. Son meilleur match pour moi, c'est son quart de finale face à la Turquie, 20 points, 7 passes D. Malheureusement, il y a la défaite au bout. Messi Angala, c'était un petit peu le troisième de ce trio de leaders de l'équipe de France. Il fait une bonne Coupe du Monde, hein. Messi Angala, il est agressif vers le cercle, il est très bon dans son rôle, il apporte énormément au niveau vitesse, au niveau verticalité. Pour moi, c'est le deuxième joueur le plus régulier de cette équipe de France avec Nathan Soliman. Et il y a aussi d'autres belles choses, notamment la belle surprise, Amadou Fall, le joueur de Cholet qui s'est vraiment révélé tout au long de cette compétition. Il est allé chercher sa place sur les postes 2 et sur le poste 1, alors qu'il y avait du monde en plus. Voilà, il a été juste, il a été adroit, il a été impactant à chaque fois qu'il était sur le terrain. C'est le 4e plus gros temps de jeu des Bleus sur la compétition, donc c'est une preuve de la confiance qu'il a gagnée et qui lui a été accordée par Tony Parker et par son staff. Et puis je vais en parler aussi de Tony Parker, de ce début de coach, parce qu'il a fait des choix forts dans son groupe déjà, et il a commencé sa compétition par faire des choix forts. Je le disais, cette génération, elle a du mal à gagner. L'Euro U16 a été raté, et donc Tony Parker n'a gardé que 5 joueurs de cette élimination à l'Euro U16, mais il a réussi à construire quelque chose de cohérent, du moins au début. Je trouve qu'il y a une progression collective de ces U17 tout au long du tournoi, collectivement et individuellement, ils ont progressé. Ils ont toujours dominé leur adversaire, mais malheureusement, ça a mal fini parce qu'ils ont laissé filer leur match en quart de finale, une élimination précoce. Voilà, moi je suis désolé, mais on ne peut pas dire que c'est un tournoi réussi. C'est un tournoi raté pour l'équipe de France U17 et pour Tony Parker. Il faut qu'on parle je voulais commencer mon épisode par ça d'ailleurs, mais bon, j'ai voulu parler de ces U17 parce que comme ça au moins c'était fait. Mais il faut qu'on parle de la meilleure nouvelle possible pour la Fédération française de basket. L'équipe de France féminine U20 est championne d'Europe. C'est une masterclass totale. Première médaille d'or pour une équipe de France jeune depuis 2 ans. Et cette génération 2006-2007, elle est incroyable parce qu'elles étaient favorites du tournoi. Elles ont assumé leur statut jusqu'au bout. Déjà parce qu'elles sont talentueuses et aussi parce qu'elles ont une expérience des grands rendez-vous. Elles jouent ensemble depuis longtemps. Je le disais, cette génération 2006-2007, elle est sur un triplé légendaire. Championne d'Europe U16 2022, championne d'Europe U18 2024 et donc championne d'Europe U20 2026. Une victoire 79-66 contre Israël en finale. Elles ont terminé invaincues et presque jamais menées de tout le tournoi. C'était littéralement la meilleure équipe de la compétition et aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe. Gros big up à Sarah Cissé qui a été élue MVP du tournoi. Elle a dominé le tournoi de bout en bout. Elle a terminé en double-double de moyenne, 15,4 points, 10 rebonds,
45% au tir. En finale, elle prend 23 rebonds, c'est complètement dingue. Elle est trop forte, Sarah Cissé. D'ailleurs, on va l'écouter, on va la mettre en avant parce qu'elle s'est exprimée dans une vidéo sur le compte Insta de la fédération. Donc on va écouter ce qu'elle disait après ce titre acquis de championne d'Europe. T'as compté les rebonds pendant le match? Si je suis honnête, le premier quart-temps, quand je suis rentrée, je comptais, après j'ai arrêté. J'étais trop fière de moi parce que si on gagnait le tournoi, et ce que je voulais pouvoir atteindre cette distinction individuelle. Je travaille comme une ouf pour devenir la joueuse que je veux être. Je veux être quelqu'un d'intense tout le temps. C'est un objectif parce que je peux avoir des moments un peu de baisse. Ouais, m'améliorer sur tous les plans du jeu, technique, tactique, physique, j'ai tout à bosser et la joueuse que je veux être, elle est à 100% partout. Je trouve aussi que tu as une sérénité dans les matchs. En tout cas, dans la finale, ça s'est vu. Tu es resté d'un calme olympien. C'est marrant, j'en parlais avec Stella, mais je disais, je pense que les basketteurs ils sauront, mais quand tu es dans ce moment de flow, moi j'ai l'impression que mon cœur il est plein et j'aime trop cette sensation. J'avais tellement confiance en mon équipe. La défaite, elle était même pas imaginable. Il y a eu des moments où elle mettait des runs, elle allait mettre 3 points d'affilée. On l'a. Retenez bien ce nom, Sarah Cissé, parce que je pense que l'année prochaine pour elle, ce sera la Draft Women NBA. Elle a déjà d'ailleurs toute l'Europe et tous les États-Unis à ses pieds. Il y a plusieurs programmes universitaires qui sont intéressés, qui voulaient la recruter. Mais elle a fait le choix de la continuité et de la progression en France. Elle sera à Montpellier la saison prochaine et ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle pour le championnat de France d'avoir un talent pareil qui reste à la maison, qui pourra se développer sur place. Cette génération, en plus de ça, d'être sur le toit de l'Europe, elle a été récompensée parce qu'il y a 5 joueuses de ce groupe U20 qui fait partie du groupe élargi de l'équipe de France A qui prépare la Coupe du Monde féminine, là, qui aura lieu en septembre. Aïno Arizaché, la sœur de Zachary, Stella Cola, Inès Pitarch-Granel, Claire Dalstra et donc Sarah Cissé feront partie de ce groupe élargi de l'équipe de France féminine. Donc voilà, peut-être qu'elles seront toutes les 5 à la Coupe du Monde ou peut-être qu'il y aura l'une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles qui y sera. En tout cas, on leur souhaite de se mettre en avant, on leur souhaite de se montrer et parce que c'est l'avenir du basket féminin français. Le basket français en a besoin. C'est important de parler d'elle, c'est important qu'elle se montre, c'est important qu'elle brille. Voilà, tout simplement. Il faut qu'on évoque maintenant le cas de l'équipe de France U20. Ils ont fait un début d'Eurobasket incroyable et en plus ils étaient privés de leurs meilleurs joueurs. Pour le coup, ils n'ont pas été vénards, les U20, parce que t'as tes 3 leaders, les 3 joueurs qui sont censés mener cette génération, Nolan Traoré, Noah Essengue, Johan Béringer, ils étaient tous aux États-Unis puisqu'ils étaient en Summer League, donc ils n'étaient pas là. T'as des joueurs qui ont refusé de venir, comme notamment Adam Atamna qui vient de signer à Ulm et qui a préféré se concentrer sur la préparation de sa saison. Ça va être une saison importante pour lui parce qu'il sera peut-être à la draft la saison prochaine. T'as des joueurs qui ont été blessés. Je pense à Bastien Grassov, je pense à Maxence Lemoine, Jonas Boulefa qui était pas là, Jaël Trèfle aussi était absent. Donc t'as plein de joueurs de cette génération qui ont été absents et pourtant ils ont essayé de tout donner. Ils ont tout donné dans cette Euro U20. Je le disais, ils ont très bien commencé la compétition. Ils sont invaincus en poule, c'est énorme comme performance. Invaincus en poule, ils ont roulé sur leurs adversaires, ça jouait super bien. D'ailleurs, on va écouter ce que disait Mohamed Diakité. Il s'est exprimé auprès du média l'Eurostar. C'était après une victoire face à la Croatie. On n'a pas assez touché les joueurs, sachant que c'est des shooters. Et quand ils ont l'espace, ils mettent. Donc c'est ce qui nous a posé problème. On dit qu'il faut mettre l'intensité dès le départ et poser le ton. Et c'est pas ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Encore merci. Là, on gagne nos matchs, mais je pense qu'à un moment donné, ça va nous porter préjudice. Donc il faut qu'on fasse gaffe à ça, et surtout en demi, parce que les équipes vont être de plus en plus fortes. Personnellement, je me suis bien senti. Le gars en face, il pouvait pas défendre sur moi, donc le coach, il a vu l'avantage et il a dit aux joueurs de me la mettre plus souvent, mais c'est collectivement et on l'a fait. Ah, mais la suite, malheureusement, pour les U20, elle est cruelle, elle est frustrante. Je sais pas quel mot utiliser, mais voilà, t'es en demi-finale, t'as peut-être l'opportunité d'aller en finale et de t'assurer une médaille. Tu mènes, tu te fais rattraper par la Slovénie et derrière tu perds sur cette action discutable. Voilà, t'as peut-être la dernière ou l'avant-dernière possession. Mighty Douglas, d'ailleurs, gros big up parce qu'il fait une superbe compétition. Individuellement, il a été énorme. Voilà, il remonte le ballon, il s'arrête à 3 points alors qu'il avait peut-être la place pour aller au lay-up, pour aller gratter 2 points.
il s'arrête à 3 points, il prend son shoot, c'est manqué. Derrière, faute au rebond, de lancer pour la Slovénie. Tu perds là-dessus sur une faute qui était discutable. Peut-être que tu siffles, peut-être que tu siffles pas. Mais en tout cas, tu perds là-dessus. C'est hyper frustrant. Voilà, peut-être que le match aurait pu aller en prolongation. L'histoire aurait été peut-être différente. Malheureusement, voilà. La pièce est tombée du mauvais côté pour les garçons. Défaite donc en demi-finale. Et derrière, en plus, tu perds le match de la 3e place contre l'Espagne. Tu termines 4e donc de cet Eurobasket. C'est pas forcément une déception parce que cette équipe a fait avec ses armes. Mais c'est frustrant parce qu'il y avait la place et il y avait le potentiel pour aller au bout ou du moins peut-être aller chercher une médaille. Mais bon, c'est comme ça. Ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu plus de 10 joueurs qui ont été absents et en plus de ça, ils ont perdu des joueurs en route. Soren Brack s'est blessé, Mohamed Sanké s'est blessé, Thalys Soula qui était blessé, il a tenté de revenir mais il n'était pas à 100%. Voilà, malheureusement, cette équipe de France U20 n'a pas pu ramener une 2e médaille pour le basket français cet été. Voilà à peu près pour le bilan de ces 3 équipes qui ont effectué des compétitions majeures. Une médaille sur 3, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je pense que les U17, il y a cette frustration de ne pas avoir fait mieux alors que tu aurais pu faire une médaille. Le U20, pareil, pour tous les éléments que j'ai évoqués. Mais on a encore une, voire 2 chances de médaille, à commencer par les U18. Je le disais en intro, l'équipe de France U18 masculine qui débute son Eurobasket aujourd'hui. Ce sera jusqu'au 2 août. Cette génération talentueuse emmenée par monsieur Hugo Yinga Mukuri qui sera présent, qui sera le leader des Bleuets. Mais là, pareil, il y a de nombreux absents. Cameron Window n'est pas là, Swan Penda non plus, Matisse Pop, Sacha Defundou non plus ne sont pas là. L'année dernière, il y a une défaite frustrante, cruelle au buzzer 82-80 face à l'Espagne en finale. Là, cette fois-ci, l'objectif il est simple, c'est d'être champion d'Europe. Il y a un objectif surtout pour la fédération, c'est la nécessité de terminer dans le top 5 pour se qualifier pour la Coupe du Monde du 19. Mais là, l'objectif pour les 18, c'est d'être champion d'Europe, tout simplement. Et puis un petit mot aussi sur l'équipe de France U16 qui va jouer un Euro, ce sera un peu plus tard dans l'été, ce sera entre le 5 et le 13 août. Mais il faut qu'on parle de cette équipe de France U16 qui a très bien déjà commencé sa préparation, victoire 102-63 face à la Serbie. J'ai reçu il y a quelques semaines dans Fadeaway Nicolas Absalon qui est le coach de ces U16. D'ailleurs, si c'est pas fait, allez écouter cette interview, c'était super intéressant parce qu'il m'a raconté les coulisses de son travail, comment il préparait aussi ces joueurs qui sont très jeunes encore au plus haut niveau, ses ambitions, son état d'esprit avant d'aller jouer cette Euro U16. D'ailleurs, on va l'écouter, Nicolas Absalon. Lui, c'est très simple, il veut aussi la médaille d'or et rien d'autre. J'ai envie de te dire, avec la volonté que ce soit au niveau personnel ou collectif, de prendre beaucoup de plaisir. Parce que même si ça fait ma 5e campagne, je me jure à chaque fois la chance d'être sélectionneur de cette équipe, de pouvoir vivre ces expériences-là. Et donc, même s'il y a cet aspect performance, on veut gagner le titre, on veut ramener l'or, prendre du plaisir parce que c'est des choses qui sont éphémères. Il faut être concentré, il faut travailler, il faut être focus, mais il faut aussi profiter de ces moments-là. J'ai envie, de l'aborder, prendre du plaisir avec les joueurs. Je pense que, on a une bonne génération. On y va conquérant, mais avec l'envie de kiffer l'expérience et de faire du mieux possible. Objectif médaille d'or, du coup. Oui, il faut pas se le cacher, il faut aller chercher médaille d'or. Voilà, alors j'ai pas envie de dire bonne chance parce que j'ai pas envie de porter l'œil, mais en tout cas on est de tout cœur avec eux et en plus c'est important parce que le basket français va entrer dans une phase importante de son histoire. Il y a des échéances très importantes qui arrivent. L'équipe de France féminine A qui va jouer sa Coupe du Monde en septembre, les garçons qui jouent une Coupe du Monde dans 1 an et qui vont avoir une fenêtre de qualification dès le mois d'août. On va avoir notamment un superbe France-Serbie à Bercy, Wemby contre Jokic. Mais c'est important de parler de ce basket français, surtout de mettre en avant nos équipes de France jeunes, parce que c'est l'avenir. C'est tout simplement l'avenir de la fédération, l'avenir de l'équipe de France, l'avenir du basket français. Donc on est de tout cœur avec eux. On espère qu'ils vont se mettre en avant, on espère qu'ils vont bien jouer au basket, on espère qu'ils vont briller et surtout qu'ils vont ramener de belles médailles. La fédération en a besoin, le basket français en a besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode.
N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three. Bang! That one goes down.